On est le 18 octobre. Bienvenue en prenant votre café. C'est l'épisode 1556. Les avez-vous tous écoutés? Ah, je sais pas. Vous allez me le dire. Hey, on veut mettre 52 millions pour apprendre. Aider les anglophones à se faire servir en anglais au Québec. Vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu. Mark Carney ne va pas riposter à Trump. Je vais vous parler de Jonathan Trudeau, 98.5, ainsi que Pierre Fitzgibbon, le vendredi. Est-ce que le prix des métaux va relancer les mines? On va jaser de ça. Gaza, ça va pas bien. Je suis bien essoufflé le matin. Ah, c'est parce qu'il fallait que je reprenne mon souffle pour parler de Valérie Plante. Amazon, les achats chez le méchant Amazon et le CSN qui sont contre ça. TVA qui coupe 15 personnes. Oui, la Gen Z sent quelque chose. Nestlé qui coupe, l'Alberta va double down. Je vais vous dire sur quoi. Ah, my God, la musique m'a fait peur. Ah ben, ça veut dire... Oh, j'ai des nouvelles de Gwyneth Paltrow. On passe ça tout de suite, si je paye sur le piton. Hey, on avait acheté un paquet de crayons comme ça pour vous donner en cadeau. On les a tout passés. Plus que prévu. Ça va bien. Ça va bien. Tu sais, quand une entreprise va bien, comment... ça me fait rire un peu parce que quand Martin, pendant à Big Brother, Martin, avec la chanson François Lambert, il dit à Fab, François te doit 10 000 $, c'est une pub, ça. C'est sur le long terme, une pub. Je ne dois pas d'argent parce que... quand même pas moi qui l'ai mandaté, là. Et là, ben, tout ce qui se passe avec Soros, que je suis partout sur les réseaux sociaux, les gens pensent que t'es partout, donc tu fais de l'argent. Ça ne marche pas comme ça. C'est très long processus de François Lambert, ça me tente d'acheter des affaires ou ça me tente de rire de lui. C'est un grand processus, des processus décisionnels entre voir quelque chose d'amusant, de se décider d'acheter. Pourquoi faire vous pensez qu'on voit encore des pubs de Pepsi et de Coca-Cola après 150 ans? Ben, c'est ça. Il faut continuer à marteler le message. Hein? Donc, voilà. Le vendredi à la radio, il y a Jonathan Trudeau à 7h05 qui recommence à travailler après, je pense, un épuisement professionnel. Et après ça, il y a Fitzgibbon depuis 2 semaines qui est là. Et j'écoutais Jonathan, puis Jonathan faisait une chronique sur les médecins. Il a décidé de parler des médecins, sauf que sa femme est médecin. Tu sais, parle-en pas. T'sais, j'aime bien Jonathan, là, mais sincèrement, c'est une chronique qui était plate, j'ai changé de poste, je suis pas revenu. Je suis juste revenu pour voir après Fitzgibbon. Puis moi aussi, j'ai fait une chronique mal préparée l'autre jour à Radio X, puis Dominique Morel l'a dit avec raison. Je n'étais pas prêt, ça me tentait pas de parler de ce sujet-là. On s'est parlé en privé après. J'étais pas prêt, ça me tentait pas, je n'étais pas qualifié. Et j'ai eu de l'air d'un cave. Je dis pas que Jonathan a eu de l'air d'un cave, mais il marchait sur des œufs, puis sa chronique était tellement plate que j'ai changé de poste. On se doit, comme chroniqueur, d'être bon. On a l'attention des gens de pas longtemps, donc on se doit d'être bon. Donc, il n'aurait pas dû aborder le sujet des médecins, étant donné que sa femme est médecin. Selon moi, ça m'a fait changer de poste. Là, je parle bien entendu, de moi perso. Là. Après ça, je l'ai écouté Fitzgibbon, qui est maintenant le chroniqueur économique du vendredi. Là, il essaie de nous le cacher un petit peu, de dire il est là comme invité. Il parlait de la filière batterie. J'ai changé de poste. Mais je ne l'écouterai plus jamais. Donc, moi, le vendredi, maintenant, c'est terminé, le 98.5 dans ces eaux-là. Je m'en vais soit au 95.1 ou 99.5. Je peux pas, que Pierre qui embauche Pierre Fitzgibbon pour parler d'économie, ça peut aller. Qu'il se fasse encore le porte-parole de la CAQ avec la filière batterie qui est désastreuse, puis on a perdu énormément de milliards, je vais vous dire combien tantôt, ça se fait pas. Ça se fait pas. Il y a un devoir de réserve. Parle d'autre chose. Parle de la bourse. Fais un Pierre-Yves McSween de toi, là. Mais là, tu parles comme un politicien. Très mauvais. Le 98.5 se cherche en tabarnouche, hein? Mais les parts de marché de Mario Dumont prennent de la place de plus en plus, hein? Donc, ils essayent tout ce qu'ils peuvent, mais souvent, ça fait l'effet inverse aussi, hein? Mark Carney ne va pas riposter à Trump avec les nouveaux tarifs sur le bois d'œuvre, un peu son bullying. Il a dit, il y a un moment pour parler, puis il y a un moment pour respecter. Là, il dit, on est en négociation. Ça va si l'autre
En même temps qu'on fait une négociation, ils ne nous plantent pas des tarifs en pleine face en même temps. De l'autre côté, il a raison. Il ne faut pas toujours riposter, ça ne donne rien. À un moment donné, il faut que tu acceptes que l'autre fonctionne comme ça. Et si c'est ça la part que ça nous prenait Mark Carney pour affronter Trump en faisant rien, ben si c'est ça, puis on a des bénéfices éventuellement, là, on n'en a pas. On n'en a pas. Donc, son approche n'est pas bonne. Du tout, du tout, du tout. Non seulement son approche n'est pas bonne, mais j'en parle encore, parce que les autres premiers ministres tapent du pied. La seule façon de riposter à Trump, c'est pas de riposter à Trump. C'est d'enlever le mandat, l'empêchement, les tarifs de 100% sur les véhicules électriques chinoises, qui n'auront pas un impact à court terme, de toute façon. T'arrêtes de t'obstiner avec l'autre, puis tu t'en vas, tu dis, regarde, on va enlever ça, là, ça n'a pas de sens. Les usines ferment, Stellantis ferme. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Quand un marché d'auto n'arrache, là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois virer de bord puis inviter d'autres joueurs, pas les bloquer. Je vous rappelle qu'on vendait, les Chinois ne vendaient pas d'auto chinoises ici avant de mettre des tarifs. Donc, au point de vue impact, c'est nous autres qui avons perdu. C'est comme ça que tu ripostes. Dans le Journal de Montréal, ils me font rire. Hein? Encore de l'argent à dépenser sur Amazon. Le mauvais employeur, un mauvais exemple, comme s'il fallait bannir Amazon. Je vais vous expliquer. C'est quoi Amazon si vous ne le savez pas? Amazon, c'est un gros marketplace où des gens, des entreprises comme moi, que 5-6 produits, là, je vais mettre mon huile de tournesol d'ailleurs là-dessus, Estée Lauder s'en va là-dessus aussi. Ce sont des entreprises qui revendent. Amazon a ses propres produits aussi. Mais le gros de ces produits vendus, un peu comme l'Oblast de son No Name, puis Walmart, puis Metro, le personnel, puis tout, ils ont toutes leurs marques. Il ne faut pas capoter avec ça. Là. Amazon n'est pas différent, au contraire. Mais c'est des entreprises comme nous qui se servons d'Amazon pour vendre nos produits. Parce qu'il y a une masse de clients. C'est ça, Amazon. Il y a 2 semaines, j'ai acheté de la lécithine de tournesol pour tester de la margarine. Où c'est que tu veux que je trouve ça, de la lécithine de tournesol, vous autres? Pourquoi Amazon en a? Parce qu'il y a le volume pour en avoir. Il y a quelqu'un qui a dit, moi, je vais mettre ma lécithine de tournesol là parce qu'il y a quelqu'un qui va en acheter. Bien, j'en ai acheté. Je n'ai pas acheté d'Amazon. C'est Amazon qui l'a livré, qui a pris sa cote dessus, bien évidemment. Mais à la fin, celui qui bénéficie, c'est le vendeur aussi. Où c'est que vous voulez que je trouve de la lécithine de tournesol? Je vous donne juste un exemple parmi tant d'autres. Donnez-moi pas un lien à Montréal où il y en a. Là. Même me déplaçant en auto pour aller me stationner, ça n'a pas de sens. Ça ne me coûte rien de l'avoir ici. Le méchant Amazon. Mauvais exemple, on achète là. Ben oui, parce qu'on paye moins cher quand même. Pas tout le temps vrai. Si tu achètes de la barbe à papa sur Amazon, elle est plus chère sur Amazon que si je te le vends direct. Parce que maintenant, il faut payer le Prime. Vous voulez l'avoir Prime, il faut que quelqu'un le paye. Ça coûte cher. Mais on en vend quand même beaucoup parce que des gens achètent sur Amazon, en profitent pour prendre du popcorn et de la barbe à papa. Comme ça. Êtes-vous non-binaire, vous autres? Avez-vous changé depuis 2 ans? Là, j'aborde un sujet un petit peu... Je vais mettre un petit peu de musique. Zen. C'est bon, ça? Bon. Est-ce que vous êtes non-binaire? Parce qu'aux États-Unis, les non-binaires, en 2023, lorsqu'on demandait aux gens dans les universités, est-ce que vous êtes un homme ou une femme? 6,8% des gens se disaient qu'il n'était pas un homme, qu'il n'était pas une femme, donc il était non-binaire. En 2025, ça a descendu à 3,6. La moitié se sont trouvés un genre. Là, je sais que c'est hyper sensible. Là. C'est hyper sensible comme sujet, mais c'est pas une mode. C'est parce que là, c'était devenu une mode. Il y en a qui le sont vraiment. Il faut respecter ceux-là. Mais dans le 3,6% là, des gens, là, eux autres, ils l'étaient, ils sont encore, puis ils vont l'être encore dans 5 ans. Oh, excusez. Il y a des gens qui ont embarqué dans la mode de tout ça. Il y a même une université qui avait 9,6% des gens qui se disaient non-binaires. Ça tombait à 2. Plus de 3 fois moins que ça.
C'est sérieux, si on veut respecter les gens, venez pas jouer dans l'autorité. C'est pas une mode, là. Moi, je vais m'appeler X. T'sais? Monsieur Françoise. Je respecte, sincèrement, je respecte énormément. Mais quand je vois les statistiques, il y a des gens qui ont voulu surfer sur la vague, mais pourquoi surfer sur cette vague-là? Quand même, hein? Un autre sujet sensible, c'est la bande de Gaza. Le gros flafla pour la traité de paix puis tout ça. Le Hamas débarque dans les rues de Gaza. Bing, bang, badaboum, on tire sur le monde encore. La paix, y a-tu ça ici à Montréal? Mettons qu'on prend les Hells Angels. On veut prendre un groupe. On dit, OK, parfait. Le gouvernement signe un deal, parce que c'est à peu près ça qui s'est passé là-bas. Là. Le Hamas, c'est un groupe terroriste. Pas les Hells ici. Là. Ils ne sont pas un groupe terroriste, mais vous comprenez, là. Je vous respecte les Hells. J'ai quelques, pas connaissances, là, mais des gens avec qui je parle sur les réseaux sociaux qui le sont, puis je m'en fous. Ça ne m'appartient pas. Il y a des choses qui ne m'appartiennent pas dans la vie. Moi, je parle avec des gens. Mais c'est comme si c'était ça un peu. Puis là, on fait un deal, puis ils se remettent à sortir dessus dans le temps des Rock Machines, puis des Hells, puis de toutes ces guerres-là. Là. C'est à peu près ça qui se passe dans la masse là-bas. Là. C'est un groupe terroriste. On n'a pas, c'est parce qu'on n'a pas de. J'ai pas de référence ici parce qu'on n'a pas de groupe terroriste, là, mais quand même, hein? Quand même. Trump, il dit, si moi, allez vous régler votre cas moi-même, moi descendre avec des armes, ben la guerre est repartie, là, à Gaza. Il y a une chose qui me fait peur en ce moment, puis c'est le prix de l'or. Parce que nos gouvernements sont toujours à la traîne, hein? Sont toujours un petit peu en retard sur ce qui se passe. Regardez la filière batterie, on est arrivé 10 ans trop tard. 10 ans trop tard. Et là, si on regarde le prix des métaux, ben là, on prend une pause, mais à 4200. Là. Il a descendu de 3 là, comme, ben, bravo. Ça n'avait pas de sens, mais c'est quand même élevé. Il était monté à 4300, presque à 4400. Là, le problème, c'est qu'on commence à parler de rouvrir des mines. Qui dit mine ici, là, ça veut dire des subventions puis des prêts gouvernementaux pour créer des jobs. Des emplois bien de chez nous. Il est peut-être trop tard. Quand on veut être visionnaire, pourquoi j'ai eu du succès pendant la pandémie? Parce que notre site existait depuis 20 mois. Quand est arrivée la pandémie, on n'a pas eu à setter up un site web du e-commerce, on le faisait. Donc, c'était facile pour nous de s'adapter. On a eu du succès parce qu'on était prêt. On était à l'avant-garde sans le savoir. Le gouvernement se doit d'être à l'avant-garde. C'est-à-dire, regarde, les investissements qu'on va faire là vont payer dans 4-5 ans. Ça prend 15 ans à faire des nouvelles mines, des nouveaux projets comme ça. Pendant ce temps-là, le gouvernement canadien, sincèrement, ce gouvernement-là est complètement tombé sur la tête. On va donner 700 millions à l'industrie du bois d'œuvre en prêt d'urgence. Donc, une entreprise qui ne va pas bien, qui perd tous ses revenus parce qu'il exportait aux États-Unis. Il n'y a pas de négociation en vue pour enlever le bois d'œuvre. Ça n'arrivera pas avec Trump. Oubliez ça, là, il va négocier sur autre chose, il n'enlèvera pas ça. Donc là, on va leur donner 700 millions alors qu'ils n'ont pas de revenus. Mais pourquoi? Leur permettre d'attendre. D'attendre quoi? Ils n'en auront pas plus de revenus. 700 millions qui vont être garochés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les entreprises, mais est-ce qu'il faut aider toutes les entreprises? Quand les entreprises font beaucoup d'argent, est-ce qu'ils en remettent beaucoup au gouvernement? Quand une entreprise décide d'exporter, ça vient avec un risque. Un risque de faire beaucoup d'argent, mais un risque aussi que ça ne marche pas. Pourquoi 700 millions encore là-dedans? Pourquoi pas leur dire, regardez, voici un fonds de transition. Ce fonds-là va vous servir à faire autre chose que du 2x4 parce qu'on ne sait pas c'est quand ça va être réglé. Ça, oui. Ça fait partie de la responsabilité de notre gouvernement. Parce qu'il n'a pas été capable de négocier, il n'a pas été capable d'affronter un Trump. Ça, il n'a pas averti avant. Faites attention. Si Trump s'en vient, on va être dans la merde, on ne pourra pas vous aider. Reconvertissez-vous.
avec bémol, mais je dis qu'il aurait pu à ce moment-là. En ce moment, de l'argent gaspillé par les fenêtres. De donner un prêt à une entreprise qui n'est déjà pas solvable, c'est niaiseux. Si tu le donnes en subvention, elle est perdue. Fais cadeau. Appelle ça cadeau. On a tellement d'argent, mais tellement d'argent qui nous pousse par les oreilles, qu'ici, on demande à tous les gens de faire les inspecteurs, les gens, le commun des mortels, de faire les inspecteurs pour l'Office québécoise de la langue française. On demande ça. Tu vois ça, les plaintes augmentent, les points augmentent. Pendant ce temps-là, le gouvernement fédéral prend 52 millions, le pompe aux hôpitaux ici, puis dit, on va faire un programme pour s'assurer que les anglophones de la province de Québec sont bien servis dans leur langue. Autant rien dire. Je vais me fâcher. C'est un show relax, ça ne me tente pas de me fâcher. J'ai écrit un statut sur un groupe anglophone, puis une dame qui me court après, me menaçant de me dénoncer à l'Office québécois de la langue française parce que je parle en anglais sur un groupe en anglais. Parce que je suis une entreprise. On donne 52 millions. Puis pendant ce temps-là, Projet Montréal avec le curé Rabouin, il va pas bien. Donc là, Valérie a dit, je veux une continuité dans mes projets à moi. Tu sais? La dictature de la gauche. Et non seulement ça, le parti lui-même demande peut-être de sortir Valérie Plante des Boulamites et de la présenter un petit peu plus au public pour sauver Projet Montréal. Hello! Is anybody there? Et Valérie Plante va venir sauver Projet Montréal. Le plus beau, là, c'est que Soraya n'arrache un petit peu. Hein, au point de vue charisme, il n'y a pas grand charisme qui va... Ce ne sera pas une campagne de charisme. Hein. Probablement que Valérie Plante avait des chances de rentrer une troisième fois. Tous mes amis qui me demandaient de me lancer, ils disent, François, sais-tu quoi? Tu aurais eu des chances d'être maire de Montréal. Mais vous n'allez pas voter. Et ça serait le chaos d'un syndicat, là. Il veut mettre la hache partout. Votez pas pour lui. Ouais, votez pour moi. C'est exactement ce que je veux faire. 2029, here I come. Eh bien, à Bécancour, l'autre jour, j'en ai parlé d'un projet qui est arrêté avec GM, qui était relancé. Quelqu'un qui était fier de me dire que c'était relancé, mais c'est arrêté. Ils vont juste faire la phase 1, puis ils vont tout arrêter ça. Là. C'est fini, la filière batterie au Canada, au Québec. 1,5 milliard qu'on a pompé dans le trou. Il y a eu Taïga. Qu'est-ce qu'on faisait dans les Sidou, tabarnak? Hein? Lyon, Northvolt, puis tous les autres gros projets qu'on a capotés, puis que Fitzgibbon va vanter au 98.5 avec zéro crédibilité. 1,5 milliard qu'on a pompé là-dedans, dans la fameuse filière batterie. Comment un gouvernement peut être aussi mauvais et arrêter de s'obstiner? Christine Fréchette, la ministre de l'Industrie qui a pris la place de Fitzgibbon, on y croit encore. Non, c'est pas une question de croire. Le marché, tu le crois pas. Tu le vois, tu l'analyses. Bon, on y croit pas. Oui, on est capable. Tu te lèves le matin, je suis beau, je suis fin, je suis capable. Non, non. Le marché nous dit quoi? On faisait pas de piles Duracell avant ici. On avait bien des appareils électroniques qui en avaient des piles Duracell. Voilà. On fait tout. On fait en chaîne. Ça fait longtemps qu'ils font des batteries. Là. Très longtemps. Et vous savez que Amazon, qui a fermé, pendant que j'étais à Big Brother, a fermé ses 7 entrepôts au Québec. Et parce qu'il est en voie de syndicalisation. Je pense que ça va être assez difficile à Amazon de ne pas prouver qu'il n'y a pas un lien entre la syndicalisation et potentiel et les fermetures de places ici. Donc, le syndicat est devant le tribunal administratif du travail en ce moment pour se plaindre, puis demander, ils veulent une réparation d'1 an de salaire. Ils veulent que le tribunal force Amazon de réouvrir ses usines, ses entrepôts ici. C'est jamais arrivé. Je veux dire, admettons là, que le tribunal force Amazon à réouvrir ses entrepôts. Admettons. OK? Admettons qu'il force à payer 1 an de salaire. Il y en avait qui ne faisaient pas longtemps qui étaient là. Admettons. Puis il va falloir revoir aussi les mesures anti-syndicales. Que les entreprises arrêtent de se faire accuser d'être anti-syndicales.
Ils ont le droit de ne pas vouloir travailler avec un syndicat. Puis ils ont le droit. Ça doit faire partie du risque de syndicalisation. Il y a bien des choses qu'il faut revoir dans les syndicats. C'est pas normal, le pouvoir de force. Ils doivent avoir le droit de dire non, c'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas. Merci beaucoup. Bonjour. C'est pas vrai qu'une entreprise se doit d'accepter un syndicat si ça ne fait pas partie de ce qu'ils veulent. Vous autres, vous pensez qu'ils exploitent, là, mais il y a des gens qui pensent qu'on se fait exploiter partout. Là. Un an de salaire et rouvrir les 7 entrepôts. Je me mets dans la peau d'Amazon et je dis, tu te dois de réouvrir les 7 entrepôts. J'irai sur Amazon.ca, là. Puis pour le Québec, ça serait marqué « Désolé, votre page est introuvable ». C'est ce que je ferais, c'est ce que je ferais si j'étais à Amazon, puis il y a tellement de futur là-dedans, c'est sûr que je dois me tromper un peu, là, et que je serais obligé de réouvrir des entrepôts. Désolé, le marché du Québec, on ne le sait plus. Donc là, tout Intellicom vont perdre leur job. Toutes les entreprises qui vendent sur Amazon vont tomber. Ne demandez pas des choses qui ne se demandent pas. Tu veux demander un an de salaire? OK. Bats-toi pour ça. Mais viens pas illogique. Encore là, vous avez de l'air illogique quand vous demandez ça. C'est un risque. C'est un grand risque quand vous prenez la décision et que le syndicat, comme la CSN décide de vouloir faire syndiquer une entreprise. C'est le risque. Elle doit l'expliquer à ses syndiqués et dire, voici ce qui peut arriver. Que tout ferme. Ne pas penser que, non, on a raison, on va... Non, vous n'avez pas raison, il y a un risque. C'est jamais arrivé que le tribunal administratif du travail, puis si ça arrive, c'est la fin d'Amazon au Québec, selon mon opinion à moi. Ça n'arrivera pas. Même je me mets dans la peau de Jeff Bezos, mettons. C'est exactement ce que je ferais. Pensez à tous les livreurs maintenant qui tomberaient, toutes les entreprises qui ne pourraient pas vendre leurs produits. Parce que c'est un marketplace, ne l'oublions jamais aussi. Hein? Pendant ce temps-là, Fédération autonome des enseignants, la FAE, sous Mélanie Hébert, fait une conférence de presse que c'est épouvantable dans les écoles en ce moment. Avec les compressions, là, ils ont même des places qui n'ont même pas de budget pour acheter du papier de toilette. C'est épouvantable. Je pourrais sortir la même cassette qu'en 1975. Gérer le papier de toilette fait aussi partie d'une entreprise. Oui. Est-ce que tu laisses les papiers de toilette à disposition de tous pour qu'ils l'emmènent à la maison? Quel genre de papier de toilette t'achètes? C'est pas pour restreindre, dire, tu as le droit à 3 feuilles, là. Tu sais? Mais tu dois gérer ça comme un autre bien. Oui. Il ne manquera jamais de papier de toilette dans les écoles, là. C'est parce que la FAE, là, je ne sais même pas comment ça, les enseignants sont fiers d'être affichés avec eux autres. Ils n'apportent jamais des solutions. Ils sont là, les enseignants, pour nous, enseigner à nos jeunes. Enseigner face à des problèmes, trouver des solutions. T'écris mal en français, va voir ChatGPT. Tu sais pas compter, va voir ChatGPT. Tu vas avoir des informations financières, va écouter François Lambert. Non, mais tu sais, c'est le genre de solution qui est importante, là. Tu sais? Et eux sont tout le temps à se plaindre sans porter des solutions. Vous ne trouvez pas ça un peu spécial? C'est ça qu'on devrait suggérer. Ils vont dire qu'ils en amènent des solutions, là, mais ils t'amènent pas des solutions quand tu vas faire une conférence de presse pour dire qu'il manque de papier de toilette. Tu n'amènes pas une solution quand les enseignants travaillent dans un bureau. Tu n'apportes pas que tu vas chercher beaucoup d'argent, sachant qu'il n'y aura plus de budget après ça pour rénover les écoles. Tu apportes une solution, tu as tiré à couverte vers un bord en espérant tirer à couverte une deuxième fois par la suite. Tu n'attires pas une solution en mettant tous les élèves dans des plans d'intervention. Tu cherches à avoir plus de staff. Tu ne règles pas un problème. C'est ça que ça fonctionne, la FAE. Le mandat qu'ils donnent à leurs élèves. Hein? À leurs profs. Eh bien, avez-vous du Bitcoin, les amis? Le Bitcoin s'en va à 175 000, je connais rien, fuck all. J'ai du Bitcoin
par l'entremise de iBit. J'ai ça. Le Bitcoin, comme tout le reste, vous voyez, c'est rouge, ceux qui le voient. Le Bitcoin, voyons, t'es où le Bitcoin quand je te cherche? Il est ici, je l'ai d'en face, 106 000. Il est en descente, il y a des paliers qui descendent, là. Hein? Donc, il y a encore eu un flash crash en pleine nuit de jeudi à vendredi. Est-ce qu'il s'en va en bas de 100 000? Je pense qu'il va aller toucher en bas de 100 000. Est-ce qu'il va revenir à 75 000? Écoute, ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas parce qu'il n'y a pas de tangible. C'est toujours ça. Ça reste un outil de spéculation. Et si l'or redescend un peu, ben lui aussi est affecté, là, le Bitcoin. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Ceux qui croyaient au XRP à 3 piastres, puis il vaut 2,29, mettons, qui est le cas en ce moment, vous dites belle occasion d'achat si vous y croyez à 3 piastres, puis vous êtes persuadé qu'il s'en va to the moon. Il y a peut-être des richesses qui vont se faire. Je ne sais pas. J'en ai pas. L'XRP encore. Je veux en acheter avec mon CELI, XRPPP. Donc, on peut faire ça. TVA. Le groupe TVA de PKP. Bon, on est là. C'est pas beau, hein? Ça, si je vous emmène ça, c'est sur un an, ça? On va amener ça sur 5 ans. Il y a 4 ans, ça valait 3,52 en pleine pandémie. Le titre, ça en vaut 59 cents. Une valorisation de 25 millions à la bourse. Ce serait facile pour une gang, même pas de gens trop fortunés, de faire un hostile takeover pour acheter TVA en ce moment. Là. Ça vaut rien. 25 millions. Il vaut quand même 1,2 milliard, 1,8 milliard PKP. Là. TVA, là-dedans, il compte seulement pour 25 millions. C'est de lui qu'on parle le plus. Là. Ça va pas bien. Les revenus publicitaires diminuent. Faire de la télévision de façon traditionnelle coûte cher. C'est pas normal qu'on ait été capable de faire François Laferme avec une seule personne en une seule journée. Pas un gros casting. Pas parfait. Ben, Sébastien a fait une maudite bonne job, là. Versus combien ça aurait coûté avec une équipe. Pour arriver à... Probablement, vous n'auriez même pas vu certaines différences. Il manquait des petites affaires, là, mais c'est des détails qu'on aurait pu mettre en passant. Entre autres, les sous-titres pour dire, regarde, François fait ça en ce moment. Des fois, c'était mal expliqué dans certaines transitions. Des petits détails comme ça. Là. Qu'on savait, Sébastien m'en avait parlé, mais on n'a pas eu le temps. Donc, ça vaut 25 millions. Et ça continue à descendre parce qu'ils ont coupé. Quand ça fait des nouvelles, quand tu coupes 6 dirigeants, 9 employés, ils sont rendus là, TVA. Là. On les compte, on compte plus ça par dizaines puis par centaines. Là. 15. Coûte cher faire de la télévision. Puis il y a de moins en moins de gens qui l'écoutent. Vous êtes plusieurs à écouter des lives. Là. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent sur TikTok le matin qui disent moi, je t'écoute à la place d'écouter autre chose. La même chose, tu parles des nouvelles, on jase un peu, tu parles avec nous. On a une interaction. C'est parce qu'il n'y a pas d'interaction avec la télé. Ce qui est possible en écoutant des directs ailleurs. Là. Du Dollarama, j'en ai. Je ne sais pas si vous en avez, vous autres. Moi, j'en ai. Il avait descendu un petit peu. Dollarama. Et le PDG a décidé d'en acheter pour 10 millions de dollars. Qu'est-ce que ça a fait? Il était descendu jusqu'à temps qu'il verse un dividende. À 175, il en vaut 182. Pas pire. Il envoie un signe. Quand un PDG envoie un signe que moi, gars, j'en achète, c'est qu'il contrôle quand même, en grande partie, il ne contrôle pas les clients qui rentrent, là, parce qu'on ne les voit pas faire de la pub. C'est spécial, ils ne font pas de pub, Dollarama. Pourtant, les ventes sont en constante augmentation. Le bouche-oreille a fait sa job. On le sait, qu'est-ce qu'on va avoir chez Dollarama. Il doit y avoir un petit budget de pub, là, j'imagine, je ne sais pas. Mais il en achète, il a acheté pour 10 millions de dollars. Donc, lui, c'est soit qu'il prend un gamble, ou soit qu'il dit, mais moi, j'y crois encore. Non seulement ça, je vais mettre ma propre argent. Est-ce que Marc Bédard de Lion Électrique a mis sa propre argent, lui, dans Lion Électrique? Non, il est parti avec son 50 millions. Lui, il ne croyait plus pendant qu'il demandait au gouvernement de mettre de l'argent dedans. Ce que le gouvernement faisait en passant, lui, il retirait de l'argent. Êtes-vous de la génération Z? On en parle beaucoup. Les millennials, là, vous êtes maintenant la génération oubliée comme les X, comme moi.
Il y a eu les boomers, maintenant il y a une génération Z, puis après ça, il va y avoir la génération alpha. Là. Mais la génération Z se sent être obligée, pour bien paraître, fake it till you make it. Vous vous mettez une pression que vous sentez que vous êtes obligé de démontrer que vous avez atteint un certain statut avant de le faire. Ben, moi, j'ai jamais eu ça, ce syndrome-là. Non, je vous dis la vérité, je suis rendu là. Je vais aller là. Est-ce que vous pouvez m'aider à aller là? Ça vous tente-tu de m'aider à aller là? Je veux rentrer chez IGA. On est déjà listé chez IGA pour certains produits. On va rentrer l'année avec notre huile, entre autres. Une vinaigre balsamique, nos condiments. Officiel, partout, dans toutes les IGA. Comment qu'on fait ça? Si j'en parle pas, est-ce que je vais m'aider? La réponse est non. Si j'en parle puis je ne l'ai pas, est-ce que ça va me nuire? La réponse est non. Vous voulez nos produits. Vous le demandez. Vous aimez ça venir en ligne, mais des fois, vous aimeriez ça l'avoir aussi en magasin. On va tout faire pour que ça réussisse. Si ça ne réussit pas, c'est pas grave. Mais ça donnerait une explosion à mon entreprise. La génération Z se sent obligée de dire « Ah, moi, je suis partout, puis si tu vas voir, c'est pas vrai. » On en voit sur les réseaux sociaux. Faites pas ça, ça donne strictement rien, puis on finit par le savoir à un moment donné. Nestlé, Nescafé, entre autres, hein? Nespresso, Nescafé. C'est celui-là? Non, OK. Nescafé ici. Nestlé. Nestlé, c'est pas une petite entreprise. Hein? Ils ont 2000 brands. 2000. Donc, ça ne me donne rien d'en nommer une. Mon oublié de 1999. Là. On a décidé de couper sur leur staff 16 9 de leur staff mondialement. 16 000 personnes. Qu'est-ce que le titre fait? 75$ monte à 85$ d'un coup. Alors, il n'est pas listé ici. Hein? C'est listé, je pense, en Grande-Bretagne, je pense. Donc, le titre a monté d'une bonne augmentation, 16%. Et c'est toujours une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils prennent soin de leurs coûts. Ils revoient leurs 2000 produits pour dire, est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait vendre? Est-ce qu'il y en a que les marges sont trop petites? Est-ce qu'on pourrait en écouler un peu? Il faut qu'on revoie. Même une grande entreprise comme ça se doit de s'assurer constamment d'une profitabilité et toujours être proactif et jamais être en train de réagir, de dire, oh boy, là, on perd de l'argent. Donc, les actionnaires voient ça d'un bon œil, ils disent, OK, le nouveau PDG, il est bon, ils voient ça comme ça, et bravo, on aime ça, donc on va acheter les actions de la compagnie. C'est comme ça. Et ça me fait rire parce que j'ai écouté un documentaire sur un syndicat l'année passée, puis il disait, quand les grosses compagnies mettent des gens dehors, l'action monte. Vous voyez le maudit monde capitaliste, hein, qui est basé sur de mettre des gens dehors pour en exploiter plus. Je suis tanné d'entendre le mot exploiter puis employeur. Je suis tanné. C'est pas de même que ça marche, à part l'exception. Là, à part l'exception. Beaucoup de nouvelles là, dans les finances aujourd'hui. Je vous reparle encore de l'Alberta. Alberta a décidé de double down sur l'intelligence artificielle. Ils vont gagner partout. Ils vont mettre 100 milliards. J'en ai parlé, mais je dois en reparler parce que là, ils mettent la pédale. Ils disent à tout le monde, on veut être un hub mondial de data center. Qu'est-ce qu'ils ont à offrir? Du gaz naturel liquide pas cher. Donc, des centrales au gaz naturel liquide et au nucléaire, parce qu'ils y pensent aussi. Cette province-là va être tellement riche, comment qu'on va être capable de la retenir dans le Canada? Dans 10 ans. Pétrole, avec Trans Mountain puis d'autres pipelines. Les data centers, on dit non à tout ça, nous autres ici. Le Canada va vouloir nous mettre à la porte à un moment donné. Daniel Smith a raison de le taper du pied pour dire le Québec, écoute, ben, si tu ne participes pas à l'effort collectif, là, on va tout faire pour ne pas vous en donner de l'argent. On va être obligé, là. Mais la réponse à ça, à un moment donné, ils peuvent se séparer. C'est pour ça que si on veut se séparer, il faut être riche. Eux autres ont le gros bout du bâton. Nous autres, on est des têteux, des quêteux. Faut pas. Faut faire attention. Bien, c'est bien évident. Pourquoi bouder notre plaisir? Non, les data centers, moi, l'intelligence artificielle, t'as vu ce que ça fait avec toi? Ils sont là pareil. Moi, je me bats pas. M'empêchera pas de dénoncer certaines situations, mais je me bats pas contre l'intelligence artificielle. En anglais, on dit « embrace it », c'est ce que je fais. Hey, j'ai du Amex, je suis quand même content, mais
Tu sais, la technologie baisse un peu, là, puis des fois, ça peut être épeurant. Y a une bulle Internet ou quoi? Mais j'ai dû... American Express depuis très longtemps aussi. Très, très, très longtemps. Et ils ont rapporté des bons chiffres. Ils ont augmenté de 7 plus de 20 $ l'action. American Express. Donc, si on regarde year to date, ben, aussi belle année. Si on regarde sur 5 ans, de 111 à 343, je les avais il y a 5 ans. Tu sais, c'est pour ça que je fais affaire avec un groupe financier qui gère mes placements, parce que ce genre de situation-là, eux autres sont capables d'être patients, de regarder. Parce que si on regarde la technologie, ben ça va toujours bien, là. IGM va toujours bien. Mais si on regarde sur un mois, ben, ça fait du surplace un peu. Ça monte, ça descend, c'est épeurant. La bourse, regardez aujourd'hui, ben, hier, vendredi, c'est du yo-yo toute la semaine. Donc, ils en font partie. Coca-Cola monte, Amex monte, mais pour des bonnes raisons. Donc, c'est ça qui est le fun d'avoir un portefeuille équilibré. Autant que je dis, pour le commun des mortels comme nous, là, si vous aviez à gérer votre argent perso, moi j'y vais dans les fonds mutuels, pas les fonds mutuels, dans les indiciels. Mais si vous avez un petit peu plus d'argent, puis vous avez à le gérer, pourquoi s'obstiner à essayer de tous les jours essayer de trouver? Ils ne font pas de grandes transactions en passant. Là. Quand ils font 3 transactions, 4 transactions par année, c'est le gros max. Là. Donc, pourquoi essayer de trouver la bonne entreprise et la maintenir dans le temps? Parce qu'eux autres, ils épluchent les états financiers, les tendances. Ils sont capables de comprendre, de lire entre les chiffres pour dire « Ouais, je pense que j'ai confiance. » Il y a toujours une partie pensée parce qu'ils ne sont pas à l'intérieur de l'entreprise. Là. Techniquement, en ce moment, là, on est en récession. Pas une grosse récession, mais là, ça fait 2 trimestres en ligne que le PIB descend, 0,9, 0,4, qu'on prévoit. Donc, on vient d'avoir 0,9 % de croissance. On prévoit dans le prochain trimestre 0,4. Selon les analystes, c'est la faute à Trump. Non. Non. C'est notre faute à nous. Nous, on doit toujours se prémunir contre un futur président qui soit coucou ou pas. Quel est l'impact? En supposant qu'il n'est pas correct. On vient de l'apprendre. Là. C'est notre faute. On pourrait avoir une croissance économique, peut-être avec la Chine. L'Australie en a une croissance économique avec la Chine. Nous, on a remis des tarifs. C'est à qui la faute? À nous. À nous. On a des quotas de lait. Je ne reviens pas là-dessus. Mais on ne peut pas en exporter. À qui la faute? À tout le monde. C'est à nous. On maintient la gestion de l'offre dans le sirop d'érable. Est-ce qu'on pourrait en avoir plus puis le Vermont prendrait moins de croissance? Ben oui. À qui la faute? C'est toujours facile de dire que c'est la faute à quelqu'un de notre mauvaise croissance, mais quels sont les projets qui ont généré? Est-ce qu'au Québec, mettons, on a des data centers, on leur dit non? Est-ce qu'on a mis beaucoup d'argent dans la filière électrique et on a perdu de l'argent? Oui. À un moment donné, il faut se regarder le nombril et dire qu'est-ce qu'on a fait pour avoir de la prospection? Est-ce qu'on exploite notre gaz naturel ici? La réponse est non. On veut vendre les 2x4 aux États-Unis. Non, mon crayon ne marchait pas. Eh bien, écoutez, ça fait longtemps, maudit, que je n'ai pas eu des nouvelles de Gwyneth, donc vous n'allez pas gâcher mon plaisir et le vôtre. Je sais que vous aussi, vous appréciez tout le temps une petite nouvelle de Gwyneth Paltrow. Ben, j'assume parce que vous m'écoutez. Oh, elle est donc ben bête. Gwyneth at it again. After the riddle of conscious uncoupling, she tells us how she's an Enneagram 1. Vous allez voir un anagramme, là. Ça s'écrit exactement comme ça avec 2 M-E en français. E-N-N-E-A-G-R-A-M-M-E. Voilà. Et so, which of the 9 types are you? C'est quoi le type que vous êtes? Elle était le type 1. Donc là-dedans, tu as Gwyneth Paltrow, Mother Teresa, puis le prince Charles. Donc, eux autres, c'est... ben, je l'ai ici. On va regarder, là. Vous avez vu Gwyneth? Prenez un screenshot. Je suis pas normal. Le type 1, perfectionniste. Le type 2, l'altruiste. Ça, c'est pour moi. Le type 3, moi, je suis un battant.
Après ça, vous pouvez regarder, là, vous pouvez me demander c'est quoi les types d'honogrammes. Moi, je suis un type 3, puis je vais voir qui. The Achiever, Prince William, Taylor Swift. Adaptable, excelling, driven and image conscious. Moi, mon image est un petit peu moins consciencieux. They will often be ambitious and energetic. Vraiment motivé au travail. Voilà, ça c'est moi. Voilà les nouvelles de Gwyneth Paltrow. Les journaux anglais l'aiment beaucoup, puis sa fille Apple aussi. En parlant de journaux anglais, je pense qu'il n'y a pas une journée où on ne parle pas du cancer de la prostate. Il y a toutes sortes d'avancées technologiques et de façons de rechercher qu'on n'a pas encore ici, là-bas, puis ils veulent mettre l'emphase là-dessus beaucoup, parce que, bon, ça affecte des gens, bien évidemment, là. Et pour dépister, puis avant, on disait à 50 ans, là-bas, ils disent à 40 ans maintenant. Mais je pense qu'il n'y a pas une journée où on ne parle pas du cancer de la prostate, que ça me fait réfléchir tout le temps. Est-ce que ma prostate est correcte? L'ai-tu fait visiter là? Je l'ai fait vérifier il y a 2 ans. Donc, je devrais être dû encore, là. Mais ça fait toujours réfléchir quand même. Quand tu lis autant de nouvelles, de dire il faut le checker, puis ça, on n'en parle jamais. Un peu, là. Comme là, c'est Movember qui va commencer, qui est justement pour ça. Donc, mais quand même. Hein? Et en terminant, j'espère que vous avez apprécié le show. Hein? Je vous amène en 1965. Le gouvernement fédéral Pearson promet des pensions de 125 $ aux vieillards nécessiteux. C'est la façon qu'ils ont présenté ça. Donc, il n'y avait pas de pension. Le régime de pension du Canada n'existait pas. Il a commencé à être invité en 1966. Donc, c'était le 18 octobre 1965 que je viens de vous lire. Le régime de pension du Canada a officiellement débuté en 1966 sous le gouvernement libéral de Lester B. Pearson. Il a demandé, en même temps, c'est bien beau, nous autres, on va faire notre part, mais les provinces aussi vont devoir faire la leur. Donc, c'est là probablement que le régime des rentes est venu au monde quelques années plus tard. Je vais checker demain pour vous autres. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce 18 octobre. Merci d'être là. Passez une excellente journée. Puis venez nous voir. FrançoisLambert.one. Bye.